Parfait. Donc, pour l'instant, vous êtes déjà 72 participants, donc peut-être des gens qui vont se joindre de plus. Je sais qu'il y avait plus d'inscriptions. Euh, Bienvenue à ce webinaire à la taxonomie en entreprise, une stratégie pour une meilleure gestion des connaissances. Oui, je vois que quelqu'un pose tout de suite la question, j'allais vous le dire. Donc, est-ce que l'enregistrement va être disponible? Oui, il va être disponible. Il va falloir juste attendre peut-être une ou deux journées. On va vous l'envoyer dans le fond par courriel. Donc, oui, l'enregistrement va être disponible. Donc, si vous avez des questions en cours de la présentation, n'hésitez surtout pas. Je vais juste vous demander de mettre vos questions dans questions et réponses. C'est ça que je vais regarder. Donc, c'est des questions que je vais dire à Dominique Robichaud qui va faire la présentation aujourd'hui. Dominique Robichaud, c'est une de nos conseillères stratégiques chez Chuck & Co. Donc, on est très content de l'avoir aujourd'hui et de l'avoir faire cette présentation-là. Je te laisse la parole, Dominique. À toi l'honneur. Parfait, bien, merci Mélanie. Donc, j'imagine que vous m'entendez. Je vais regarder moi aussi dans le chat, voir si quelqu'un m'écrit. Vous m'entendez? Oui, tout le monde a l'air de bien entendre. Oui, OK, c'est parfait. Merci. Oui, donc, premièrement, je tiens à préciser que mon Internet a arrêté quelques fois ce matin pour moins de 5 secondes. Donc, si jamais je disparais, je vais demander à ma collègue de m'écrire sur mon Teams, Mélanie, puis, tu sais, parce que je ne vois pas si vous n'êtes plus connecté avec moi. Merci pour la présentation. Oui, donc mon nom est Dominique Robichaud. Je suis conseillère chez Chuck & Co. Je pense que j'ai une petite slide sur qui je suis. Donc, effectivement, je suis conseillère en gestion des informations depuis 4 ans, spécialisée dans la conception et le déploiement de solutions d'architecture de l'information, de métadonnées et des taxonomies pour les actifs numériques. J'ai travaillé principalement dans ce qu'on appelle des DAM, donc des Digital Asset Management Systems, qui a souvent nécessité des taxonomies. C'est quelque chose qui, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici aujourd'hui qui sont des archivistes. Donc, pour nous, une taxonomie, on sait déjà un peu c'est quoi, puis ça a l'air un peu évident c'est quoi. Donc, on se pose un peu la question qu'est-ce que je vais parler. C'est vrai que ça a l'air un peu évident, mais vous sachez que de mon expérience de travail, lorsque je parle de c'est quoi une taxonomie à mes clients, ça semble à vraiment les motiver, à vouloir faire du travail avec nous. Ils comprennent vraiment l'utilité d'une taxonomie. Des fois, je vous dirais que ça nous arrive, en tant qu'archiviste, de parler d'un calendrier de classification, puis les gens sont un peu comme « Ah, ça a l'air compliqué », même si c'est très essentiel. Mais je vous dirais que la taxonomie, c'est une belle façon de les motiver ou de les rendre un peu enthousiastes au niveau de la gestion documentaire. Donc, moi, comme je le dis, puisque c'était plutôt dans des Digital Asset Management, c'est plus que juste du document. C'est ce que je vais parler aujourd'hui aussi. Je vais essayer de vous parler un peu de mes expériences, un peu comme du storytelling, afin que vous puissiez voir dans quel contexte on peut utiliser une taxonomie. Donc, nos services chez Chuck & Co, avant de partir plus loin. Donc, effectivement, ce qu'on fait comme travail chez nous, c'est de l'audit, diagnostic, maturité numérique. On offre des architectures d'affaires, des planifications stratégiques. On a aussi fait beaucoup de déploiements et de mise en œuvre de solutions. Je vous dirais que dans les derniers 6 mois, avec ce qui se passe au niveau de la pandémie, c'est vraiment ce qu'on fait le plus, surtout avec Microsoft. Optimisation et automatisation des processus. Et finalement, on parle beaucoup de conformité et gestion documentaire. Le niveau de la taxonomie, je vous dirais que c'est beaucoup au niveau d'architecture d'affaires, déploiement et mise en œuvre de solutions. Donc, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à des catastrophes nucléaires. Donc, comme vous le savez probablement déjà, il y a eu 3 accidents nucléaires dans l'histoire. Donc, le premier était en 1979 avec Three Mile Island. Ensuite, il y a Tchernobyl, qu'on connaît quand même très bien, en 1986. Et la plus récente étant celle de Fukushima Daiichi au Japon en 2011. La raison pour laquelle je vous parle des catastrophes nucléaires, c'est que après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl,
il y a eu un gros problème, il y a eu beaucoup de publications qui sont sorties, mais de partout à travers le monde, mais pas juste en physique ou en chimie, mais aussi en bio, en sociaux, en psychologie. Il y a eu beaucoup de publications concernant une seule catastrophe. Et ce qui est très pertinent, mais ça veut dire que tous ces gens-là ne partageaient pas un langage en commun. Ils ont tout fait ça dans leur faculté, dans leur département, ils ont fait des publications dans les journaux qui leur étaient propres. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 2011, lorsqu'on a eu la catastrophe au Japon, ils ont été incapables d'accéder à toutes les informations qui étaient pertinentes dans un délai raisonnable. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu l'explosion, ils ont dit, OK, c'est quoi les choses qu'on doit faire pour diminuer les risques ou diminuer l'ampleur de la catastrophe. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas la quantité d'informations qui existait sur le sujet, ils ne savaient pas non plus comment y accéder, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils cherchaient au final. C'est sûr qu'il y avait une méthode d'alerte au sein de la plante nucléaire, mais comment aller jusqu'à la communauté, aider les gens, envoyer la police pour faire quitter les gens et tout, ça a été un problème. Donc, les besoins qui ont été identifiés suite à la catastrophe de 2011, c'était qu'il fallait connaître la portée de contenu des données qui avaient accès. Donc, ils ne savaient pas ce qui existait, ils ne savaient pas ce qui n'existait pas. Savoir quels mots-clés utiliser, donc trouver une façon de normaliser le langage qui avait été écrit, normaliser le langage de tout ce qui existe au niveau de la catastrophe nucléaire, et ensuite accéder aux données partout à travers le monde, malgré la différence culturelle et celle rattachée à la langue. Donc si vous me demandez, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? La solution que l'organisation au niveau de nucléaire, sa solution était, on va faire une taxonomie. Donc, je trouve ça très intéressant que c'est une solution simple, mais qui a aidé un énorme problème en société. Donc, le IAEA, sur le Nuclear Energy Series, a écrit un livre qui est accessible par tout le monde. J'ai eu la chance de le regarder. Ça s'appelle Nuclear Accident Knowledge Taxonomy. Vous pouvez faire un Google Search PDF et il va apparaître. Et effectivement, ceci, c'est la taxonomie qu'on voit. Tous les documents ou tout ce qui existe devrait rentrer dans cette taxonomie-là, ou ça semble une arborescence, c'est une arborescence, mais peu importe où on est dans le monde, peu importe le département qu'on est, lorsqu'on crée un document ou une publication concernant les catastrophes nucléaires, il faut utiliser le langage et les numéros qui sont présentés ici pour s'assurer que le jour qui vient, qu'il y a une nouvelle catastrophe, on est capable d'y accéder. On sait quoi chercher parce que les gens l'ont identifié comme tel. Donc là, les gens qui sont peut-être ici avec moi se posent la question, d'eau, c'est bien beau, une taxonomie, mais on parle d'une catastrophe nucléaire, on ne sauve pas des vies au travail. Donc, comment est-ce que ça s'applique à nous aujourd'hui? Et c'est pour ça que je vous présente le problème de la catastrophe nucléaire versus les problèmes qu'on a peut-être dans nos organisations. Donc, les similarités, je vous dirais, c'est qu'on ne trouve pas toujours les documents dans un délai raisonnable. On a besoin d'un langage commun. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé sur des solutions, déploiement de solutions. Vous allez voir que le besoin en TI puis le besoin en communication ou en marketing n'est pas le même. Ils utilisent vraiment leur langage qui est à eux. C'est normal. Ce qui fait que TI ne sait pas comment accéder à l'information de marketing et marketing ne peut pas comprendre l'information qui provient de TI, par exemple. Aussi, c'est important de connaître la quantité et la qualité des documents à notre disposition. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qui existe. Donc, le silence pendant notre recherche, c'est très important. Et souvent, on refait le même travail parce qu'on pense que ça n'existe pas. Et en fait, il existe, il a été publié, il a été écrit par quelqu'un d'autre. Et ensuite, savoir si nos recherches présentent des résultats pertinents. Donc, ça, c'est une autre chose. Non seulement le silence, mais aussi le bruit. On veut diminuer le bruit, donc s'assurer que nos recherches, c'est pas trop large. Si c'est une recherche plein texte, des fois, ça génère trop de résultats qu'on finit par regarder les 5-10 premiers résultats sans savoir qu'en fait, celui qu'on cherche, c'est sur la 3e, 4e page de résultats. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce problème-là? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est quoi la taxonomie? Parce que peut-être vous n'êtes pas encore certain, ça veut dire quoi la taxonomie, ce qui est bien normal.
Ensuite, c'est quoi une taxonomie en entreprise? Ça a l'air de quoi? Et par où commencer? Donc, finalement, à la fin, on va essayer de terminer ça avec des questions. J'avoue que je suis une personne qui peut parler beaucoup. Donc, je vais essayer de garder ça simple pour que je puisse prendre vos questions à la fin, si vous en avez. Donc, qu'est-ce qu'une taxonomie? Donc, une taxonomie, à la base, ça a été développé pendant le 18e siècle. C'était une branche des sciences naturelles. Souvent, les gens, quand on dit taxonomie, c'est ça à quoi ils pensent, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une façon de classer les espèces. Donc, comme vous le voyez à la droite, c'est ça typiquement la taxonomie. Ça crée des énormes bouquins de voir c'est quoi des espèces, c'est quoi les animaux, ça vient de partie de quel kingdom, par exemple, etc. Ce qui bénéficiait de ça aussi, c'est que ça aidait à développer des relations. Donc, on pouvait dire, ces deux espèces-là, ils sont liés au niveau de la classe. Donc là, on pouvait plus facilement voir la relation entre ce qui était le plus proche ou ce qui était plus loin entre les espèces. Et ensuite, ça nous aidait aussi à montrer la préférence des mots. Donc, on savait vraiment le mot scientifique d'une telle espèce, c'est ce mot-ci, tout le monde l'utilise. Donc, ça enlevait beaucoup de l'ambiguïté au niveau des termes. Donc, aujourd'hui, c'est quoi une taxonomie? Bien, je vous dirais que ça irait sur tous les sujets. Donc, étant donné que j'aime le vin, je vous donne un exemple d'une taxonomie qui n'est peut-être pas le même format que celui que je vous ai montré avec les catastrophes nucléaires ou même avec en biologie. Mais ça reste que la taxonomie, ça touche plusieurs systèmes. C'est un système de classement de tout type de contenu. Ça illustre des relations des mots, encore une fois, et les concepts, et ça identifie les mots préférés. Donc, ça reste le même. Par contre, ce que je vous ai souligné, ça vous le montre. Puis aussi, j'aurais dû peut-être mentionner, ça peut avoir plusieurs formats. Donc, ça ici, c'est les types de taxonomie qui existent. Je vous dirais que pour moi, ce n'est pas exhaustif. Ça sort d'un des livres que j'ai eu la chance de lire pendant ma maîtrise, qui, je vous dirais, est encore très pertinent. Je le consulte encore aujourd'hui. C'est assez simple à comprendre, c'est pour ça que je l'aime bien. Donc, des taxonomies, il y en a des simples, il y en a des plus complexes. Si on regarde au niveau de l'approche, on peut tout simplement faire des synonymes pour s'assurer que, tu sais, par exemple, trouver des synonymes entre marketing et TI pour qu'on puisse connecter les deux termes qui veulent dire la même chose, mais qui sont dits différemment dépendamment des départements. Et ensuite, on a aussi, donc ça peut être ça jusqu'à une ontologie. Ensuite, une équivalence, c'est quelque chose qui est l'équivalent comme un synonyme. Puis ensuite, associative, ça c'est vraiment ce qu'on parle des ontologies, qui peut même être, en fait, c'est beaucoup ce qui est derrière un machine learning. Donc, être capable de dire, OK, ce terme-là et ce terme-là sont souvent connectés, les gens cherchent souvent le même terme, donc on va leur proposer une autre chose. Donc, l'ouverture à la découverte, quelque chose dont je vais vous parler sous peu. Donc, comme vous voyez, il y a une différence entre simple et complexe. Il y a une approche dont je sens qui manque dans cette diapo-là, c'est la foxonomie. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez-vous déjà... vous savez c'est quoi la foxonomie? C'est vraiment la taxonomie qui ne nécessite aucune structure. Donc, je sais que les gens vont dire, ça a l'air vraiment compliqué, ça va être une nouvelle approche, une nouvelle stratégie. La taxonomie, c'est quand même pas facilement accessible pour les gens qui ne savent pas c'est quoi au début. Et je vous dirais qu'au contraire, on utilise la taxonomie tous les jours, même si on ne le réalise pas. Au sein de notre entreprise, il y a des mots qu'on dit, il y a même comment on appelle ça, des mots juste avec des lettres qui veulent dire telle chose. Fait que tout le monde de l'entreprise le dit, mais si quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise vient, ils n'ont aucune idée c'est quoi, mais c'est parce qu'on a développé un langage commun. C'est d'une certaine façon une taxonomie. D'autres choses aussi, c'est, comme je disais, la foxonomie, c'est si vous avez un compte YouTube ou Instagram ou Twitter, vous avez le hashtag. Je veux dire, le MeToo hashtag, c'est quelqu'un qui l'a créé, mais on est des centaines de milliers qui savent maintenant c'est que ça veut dire quoi. Ah, j'ai juste... Acronyme, merci Luc. Oui, exactement, des acronymes. Donc, les acronymes, c'est quelque chose qui est utilisé à l'interne. Donc, nous, on sait c'est quoi. Et au niveau de la foxonomie, le MeToo hashtag, on sait tous c'est quoi, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire, les gens l'utilisent.
Mais c'est une taxonomie. C'est une certaine façon, on a développé un terme que tout le monde comprend, que tout le monde utilise ou peuvent utiliser. Et donc, c'est une façon de classer, si vous voulez, nos tweets. Parce que là, lorsqu'on fait une recherche MeToo, hashtag, bien, on retrouve tous les tweets par rapport à ça. Donc, si vous utilisez Instagram, il y a le populaire hashtag NoFilter pour dire que la photo est naturellement belle, je n'ai pas fait aucune modification. Ça, c'est très populaire aussi. Donc, on sait c'est quoi. Ça n'a pas été créé, mais on l'utilise tous. On l'utilise même comme méthode de recherche lorsqu'on cherche une photo. Donc, ça, c'est un type de taxonomie que je vous dirais qui est même à part de l'image dont je viens de vous montrer. Donc, je cherche ma petite flèche et beau. Bon, donc, si on était à retourner, si on regarde les types de taxonomie ici, je vous voyais, il y a 4 approches à prendre et il y a 3 types de relations selon le livre dont je vous parle. Et donc, si on avait à regarder la solution de taxonomie du Nuclear Energy Series, je vous dirais qu'elle est plutôt présente. Elle est là. Donc, on voit que c'est un système de classification. C'est une question de hiérarchie aussi. C'est pas ontologie, donc ça grandit, ça ne grossit pas comme un peu comme une maladie où ça prend possession de tous les facettes possibles. Ils ont voulu quand même garder ça très, très structurel. Donc, vous voyez justement que c'est une hiérarchie et c'est un schéma de classification. Excusez-moi, une petite moto. Donc, c'est ça. Donc, une taxonomie en entreprise, ça a l'air de quoi? C'est quoi, en fait? Donc, une taxonomie en entreprise, ça peut être très pertinent. Je vais commencer à parler un peu de... Souvent, on l'utilise quand on crée un site web, quand on veut attirer des gens à notre site web. On veut s'assurer que les gens, quand ils cherchent quelque chose dans Google, ça leur apporte à notre site web, même s'ils n'utilisent pas les mêmes termes que ce que nous, on a sur le site web, par exemple. Donc, avant que j'aille là, c'est pourquoi une taxonomie. Donc, une taxonomie, ça peut créer un langage commun au sein d'une organisation. Ça peut illustrer des relations entre les concepts. Ça peut aider à la découverte et à faciliter les repérages des données. Ce sont les 3 points dont je vais principalement parler aujourd'hui. Ça peut aider à l'organisation, pour aider à l'organisation du contenu et ça peut aussi aider à délimiter la portée du contenu. Donc, on sait à partir de, par exemple, le système de classement ou de classification de nucléaire, on est capable de voir qu'est-ce qui fait partie de la portée et ce qui ne fait pas partie de la portée. Donc, ceci est important pour les archivistes. Ceci n'est pas une méthode de classement du contenu, mais ceci est plutôt une méthode de classement des concepts qu'on peut par la suite attribuer au contenu. Donc, c'est une façon un peu de cartographier la portée du contenu. Donc, le premier point dont je vais vous parler, c'est créer un langage commun au sein d'une organisation. Donc, pour moi, ça, c'est l'exemple parfait. J'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur en taxonomie à l'université et c'était la première diapo qu'il nous a présentée, c'était celle-ci, Pop versus Soda, où aux États-Unis, le concept Pop, Soda et Coke veut dire pour nous la même chose, mais les gens, dépendamment de la région d'où vous habitez aux États-Unis, utilisent vraiment l'un des 3, mais pas les 3, mais l'un des 3. Donc, ce n'est pas vrai que si on décidait demain, OK, maintenant sur notre site web, on va appeler ça Pop et c'est juste Pop. Mais sachez que dans ce cas-là, vous avez 2/3 de la population des États-Unis, quand ils vont chercher Coke ou Soda en ligne, ben, ils ne retrouveront pas votre site parmi leurs résultats. Donc, une taxonomie, l'objectif, ce n'est pas de changer l'idée des gens puis de dire, ben, maintenant, vous allez dire ce terme-là plutôt que ce terme-là. L'idée, c'est plus de développer un langage commun, trouver les synonymes, puis les liens entre les mots l'un entre les autres pour être capable d'attirer tout le monde à la même place, qui cherchent les mêmes choses, mais ils ne savent pas qu'ils cherchent la même chose, par exemple. Donc, c'est pour ici, je m'inspire encore une fois du même livre qu'on va parler. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tenir compte des synonymes versus déterminer le terme primaire. Sachez qu'ici, quand on dit synonyme, ce n'est pas un synonyme dans son sens pur, donc ce n'est pas un synonyme dans le dictionnaire, mais c'est un synonyme qui existe au sein de l'organisation. Je donne un exemple. J'ai travaillé pour la création d'une base de données pour un lieu de recherche. En fait, il connectait... L'entreprise, ce que c'était une base de données avec tous les cliniques qui offraient des différents services médicaux donc, les gens
pouvaient faire de la recherche en ligne. Donc, c'était une base de recherche. Donc, il y avait une search bar. Les gens disaient, j'ai un mal de dos, j'ai mal au dos, je pense que j'ai besoin de une injection de cortisone. Donc, les gens cherchaient injection de cortisone, puis ça donnait 0 résultat parce que les médecins, lorsque eux ont rempli la base de données, ils ont donné le nom scientifique. Vous comprenez? Les gens avaient mis vaccination contre l'influenza, mais on a réalisé que les gens ils cherchaient flu shot. Donc, ça donnait 0 résultat quand, en fait, il y avait 300 cliniques au Canada qui offraient ce service-là. Donc là, l'objectif, c'était de dire, OK, dans la base de recherche, on a le mot influenza, vaccin influenza. On va aussi ajouter des synonymes. Donc, lorsque la personne va chercher un des synonymes, on va quand même lui donner les résultats du terme primaire parce qu'on sait que ce terme-là, il est lié au terme primaire, au terme choisi à l'interne. Donc, j'ai aussi eu la chance de travailler comme consultante dans une boîte de recherche où il y avait plein de chercheurs qui, c'était principalement en Amérique latine, qui revenaient et qui publiaient leurs articles. Et entre eux, ils avaient besoin d'avoir accès aux données ou à la recherche par les autres chercheurs pour développer leur thèse, mais ils n'étaient pas capables de le trouver parce que, en plus qu'ils utilisaient des différents termes, il y avait une question de langage aussi. Donc, lorsqu'ils traduisaient leur titre de recherche ou les mots-clés, ça ne donnait pas les mêmes termes. Donc, par exemple, on avait décidé que changement climatique, ça allait être le synonyme il y avoir des synonymes qui étaient réchauffement de la planète et crise environnementale. Donc, à chaque fois qu'on cherchait un mot, on cherchait soit réchauffement de la planète ou crise environnementale, ça nous donnait tous les résultats liés à changement climatique parce qu'on savait que c'est la même chose. Ensuite, illustrer des relations entre les concepts. Ça, c'est toujours intéressant. Donc, pour chaque terme primaire, on choisit un terme plus large et plusieurs termes dérivés si ça s'applique. Donc, si je retourne à mon exemple, le changement climatique, il y avait plusieurs choses liées au changement climatique. Donc, on avait mis, par exemple, feu de forêt et ce qui était plus large, c'était environnement. En donnant cette option-là, quand les gens font une recherche avec changement climatique et sentent qu'ils ont trop de taux de recherche, excusez-moi, ils sentent qu'ils ont trop de résultats, bien, on va proposer peut-être des termes plus pointus pour rapetisser le nombre de résultats. La même chose est avec si on trouve qu'il y a trop de résultats, il n'y a pas assez de résultats, on peut aller plus large dans l'environnement. Je vais juste voir si j'ai une question ici. Parfait. Donc aussi, il y a un concept que la taxonomie, c'est ma partie préférée parce que moi, je suis spécialisée en knowledge management, donc en gestion des connaissances. Et ce que j'aime beaucoup avec la taxonomie, c'est que c'est un bon outil pour justement intégrer la gestion des connaissances. Donc, aider à la découverte. La taxonomie, ça permet ça, justement. Si on met le terme primaire, on peut associer au terme primaire des termes connexes. Machine learning, c'est un peu ce qui est en train de se faire en ce moment, mais ça reste que c'est possible de le faire plutôt manuellement si vous voulez, si vous avez par exemple un site web ou aussi un Digital Asset Management System. Donc, un exemple, c'est changement climatique. Ça peut être aussi, ce n'est pas un synonyme et ce n'est pas un plus pointu ni plus large, mais il y a énergie propre et gestion des déchets, par exemple. Donc, lorsqu'on cherche changement climatique, on pourrait avoir une façon de proposer des termes connexes parce qu'on a décidé que c'est des termes connexes. Aussi, lorsqu'on a un système technologique plus sophistiqué, je vous dirais, il est possible à ce moment-là d'avoir un système, un logiciel qui est capable de générer des termes connexes en fonction de ce que les gens ont cherché dans le passé. Donc, souvent, les gens qui cherchent changement climatique ont aussi trouvé cherchaient aussi des choses en énergie propre. Donc, j'imagine, si vous avez déjà utilisé des bases de données scientifiques à l'université, ça offre souvent ce genre de résultats-là. Donc, si on regarde, un terme est capable de générer plusieurs termes, et c'est ce qui est important de faire en entreprise, c'est de demander aux gens à l'interne, pour vous, changement climatique, c'est comment vous dites ça, comment vous partagez ça, et ensuite être capable ensemble de faire un gros dessin de tous les termes pour être capable de développer justement une plateforme qui est beaucoup plus accessible puis égale pour tout le monde.
là, je vais vous montrer un exemple. Pour moi, l'exemple idéal, j'ai l'air peut-être un peu à mis trop l'alcool, mais c'est juste parce que c'est vraiment l'exemple, le meilleur exemple que j'ai pu trouver récemment. C'est, à un moment donné, j'ai tapé rhum clair pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et j'imagine que la SAC a vu que souvent les gens tapaient rhum clair qui ne veut rien dire. Donc, ils m'ont suggéré ou m'ont donné des résultats de rhum blanc. D'accord? Donc, à ce moment-là, rhum clair est un synonyme de rhum blanc. Pendant que je regarde la liste des rhums blancs, il offre, voulez-vous, du Bacardi supérieur, Rosemont Rum puis Captain Morgan, qui n'est pas un produit, mais qui est une catégorie de produits. Donc, c'était des noms dérivés. Tandis que, évidemment, il y a le rhum qui était plus large. Donc, si j'allais dans rhum, ça me donnait le rhum blanc et les rhums plus foncés. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'à chaque fois que vous faites une recherche d'alcool, vous cherchez une certaine bouteille de phare sur le site La SAC, en haut à droite, ils vont vous proposer des cocktails à produire. Donc, ils savent que rhum blanc, c'est un terme connexe avec ces types de cocktails-là que vous êtes capable de produire avec le rhum blanc. Et si je clique, par exemple, Cocktail Fiji a un terme plus large qui est les cocktails. Et il n'y a pas de terme plus bas, je vous dirais que c'est le terme le plus pointu qu'il y a, mais il va y avoir des synonymes et il va y avoir aussi des termes connexes à Cocktail Fiji, qui va être rhum blanc ou peut-être autre alcool qui se trouve dans le Cocktail Fiji. Bon. Vous me dites, OK, je n'ai pas un site web, je ne suis pas en train de vendre des produits, donc Dominique, comment est-ce que ça s'applique à l'interne? On est une entreprise qui travaille ensemble. Donc, ceci, c'est un exemple justement de projet où j'ai eu la chance de travailler. Ceci, c'est un SharePoint. Donc, ça s'applique aussi à l'interne. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas SharePoint, c'est un exemple parmi plusieurs, là, mais c'est celui dont je travaille le plus avec, donc c'est pour ça que je l'utilise comme exemple. Mais pour chaque document qu'on déposait dans la base de données, par exemple, où je travaillais avec la firme de recherche, on avait des colonnes de sites, donc des colonnes dans des métadonnées qu'on connaît, à remplir. Et il y avait des mots-clés, il y avait le groupe ou le département dans lequel la recherche avait été faite, le chef de l'équipe et les régions. Et ce sont tous les 4 ou les 3, mis à part le chef d'équipe, qui sont en fait qu'on a implanté une taxonomie. Parce qu'au niveau de la région, il y avait des gens qui mettaient juste l'acronyme ou un mot plutôt populaire. Donc, on voulait vraiment être capable de créer une taxonomie pour que les gens, puis cette taxonomie-là était justement hiérarchique, donc on allait par pays et ensuite par région, par ville, et si on voulait y aller par quartier. Mais si c'était pas pertinent d'aller si loin dans l'hierarchie, c'était pas grave, on pouvait tout simplement mettre le pays ou la province, etc. Et justement, les mots-clés, donc les mots-clés comme feu de forêt, changement climatique, etc., si on cherchait, on l'avait mis dans le back-end que changement climatique pouvait aussi dire réchauffement de la planète. Donc, s'il y avait quelqu'un qui arrivait et tapait réchauffement de la planète, tous les résultats avec changement climatique comme mot-clé apparaissaient dans son résultat. Donc, l'exemple que je prends où j'ai travaillé, on parle des milliers de publications chaque année. Et donc, on voulait vraiment être capable de trouver tous les documents qui étaient pertinents sur le sujet. Et donc, quand on cherchait un mot qui pour eux était pertinent, ça donnait changement climatique. On leur donnait les résultats de changement climatique. Aussi, ça ouvre encore une fois à l'ouverture des termes connexes. Donc, lorsqu'on a appliqué les mots-clés, vous voyez que dans le deuxième document, on a mis changement climatique, mais on a aussi mis gestion des déchets. Donc, c'est une façon pour les gens de dire « Ah, OK, c'est vrai, il y a aussi un terme qui pourrait être pertinent, gestion des déchets. » Et ça aussi vous aide à déterminer si le résultat est pertinent. Donc, diminuer la quantité des résultats. Donc, si vous avez 1000 résultats, mais vous réalisez, ah oui, c'est vrai que je cherche changement climatique, mais beaucoup plus lié à la gestion des déchets, vous êtes capable à ce moment-là de découvrir. Donc, ce côté-là où on découvre des connaissances parmi tant d'autres. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a des noms de chefs d'équipe. On était capable de dire, OK, bien, je réalise que Peter Peters
a publié beaucoup de documents sur le changement climatique. Donc, peut-être ce que je devrais faire, c'est plutôt faire une recherche par le chef d'équipe, qui va peut-être me donner des nouveaux concepts que je ne connaissais pas qui seraient pertinents. Même chose avec le département ou le groupe responsable pour la publication. C'est une façon d'aider les gens à guider les gens vers une recherche un peu organique, si vous voulez. Donc là, je mets 3 cadres ici parce que ici, ce n'est pas une taxonomie, on a fait 3 taxonomies. Et quand je dis des taxonomies, c'est que lorsqu'on sélectionne mots-clés pour mettre des métadonnées, il y a une liste qui apparaît et une liste des tags. Donc, je peux cliquer environnement qui va ouvrir changement climatique, biodiversité, il va y avoir des termes et là, on peut les sélectionner. Parce que c'est important, parce que si les gens écrivaient changement climatique avec une erreur d'orthographe dedans, bien là, le résultat, ça ne portera pas de résultat. Donc, c'est un peu à ce moment-là ce qu'on appelle un vocabulaire contrôlé. C'est s'assurer que les gens utilisent des termes qui sont choisis à l'interne pour s'assurer qu'il y a une certaine normalisation de la nomenclature au sein de l'entreprise. Donc, par où commencer? Je regarde. OK, ça va très bien. Donc, par où commencer? Donc, oui, c'est beau, d'eau. Je comprends le principe. Ça serait cool de l'avoir, mais ça a de l'air énorme. Est-ce que nous, on peut le faire nous-mêmes? Ce sont des bonnes questions à se poser. Donc, je vais vous donner un petit peu un survol de par expérience, comment j'ai passé à travers les étapes pour développer une taxonomie. Je me suis beaucoup inspirée de ce livre ici, Organizing Knowledge, par Patrick Lambe, je pense qu'on dit, dans lequel on parle vraiment de la gestion du projet, la création et l'évaluation de sa taxonomie, comment l'implanter, puis s'assurer que sa taxonomie reste pertinente au sein d'une entreprise. Encore une fois, ce livre-là, on l'a eu à McGill quand j'ai fait ma maîtrise. Je le consulte encore, même après avoir fait 4-5 taxonomies en entreprise. Pour moi, ça reste très pertinent comme recherche. Puis, il est très actif, je vous dirais. Il publie encore des choses qui rend la chose, qui grossit un peu le sujet, ce qui est toujours intéressant. Donc, ceci, c'est vraiment directement de son livre. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine que je recrée la roue pour rien. Donc, vraiment, lui, au niveau de la gestion de projet, c'est savoir c'est quoi l'ensemble le scope, impliquer les gens qui vont faire partie. Donc, puisque c'est en anglais, je me suis dit, je vais la changer un peu. Moi, je l'ai aussi un peu mis à ma propre sauce. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment comprendre les enjeux liés. Donc, c'est aller consulter la nomenclature, les habitudes de repérage. Donc, ça ne vaut pas la peine de développer une taxonomie si tout le monde trouve les choses et si tout le monde utilise les mêmes termes. Trouver la culture de bureau, je ne veux pas diffuser sur les gens de TI puis marketing ou communication, mais je vous dirais que souvent, ce sont des gens qui ont des termes, une nomenclature précise qui ne s'entendent pas. Donc là, on se pose la question, est-ce que c'est important pour les gens de TI d'accéder à l'information en marketing et en communication? Est-ce que c'est pertinent? Je vous dirais que oui. Souvent, c'est oui. Mais c'est ces questions-là. C'est qui a besoin de communiquer avec qui? J'essaie de trouver un exemple. Par exemple, ouais, c'est un bon exemple. J'ai eu la chance de travailler avec les Abénakis d'Odanak. D'ailleurs, si ce n'était pas de la pandémie, je serais présentement en train de travailler sur ce projet que j'ai eu une bourse pour poursuivre. Donc, ça va être poussé à l'année prochaine. Mais ce qui était l'objectif, c'est que les gens de la communauté Odanak et les professionnels, les spécialistes, donc les anthropologues, les archéologues, les historiens et les géomaticiens, puissent verser les recherches, les découvertes, tout ce qu'ils font comme travail au sein de la communauté abénakise, mais que les gens abénakis puissent aussi trouver ça accessible. Donc, s'assurer qu'on crée un langage en commun. Donc, se demander, OK, qui a besoin d'avoir accès? Qu'est-ce que la culture entre les deux? Quelque chose que j'ai découvert, c'est que les professionnels, pour eux, c'est vraiment important de connaître la langue abénakise. Donc, on a demandé, s'il vous plaît, ça serait bien que les synonymes ou des termes connexes, ça soit les termes abénakis, parce que nous, en les voyant comme méthode comme je vous disais, à la découverte, on va apprendre des termes. On va apprendre le synonyme de tel mot parce qu'on va voir le mot abénaki et ça va nous aider à mieux connecter avec les gens de la communauté.
Donc ça, c'est une culture de bureau ou culture communautaire. Aussi, regarder le système de classement des données. Un bon outil, c'est regarder est-ce qu'il applique le système de classification, le calendrier de classification ou le système de classement imposé. Sinon, ben, c'est un bon début. Donc, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Ah, mais c'est parce que ça ne nous parle pas, c'est trop large, on ne sait pas ce que ça veut dire et tout. Ou ah, cette section-là, ça va très bien, on utilise ces mots-là. C'est déjà là, on trouve une taxonomie. Définir l'objectif du projet. Si on dit, c'est parce qu'on part un site web puis on veut que les gens qui cherchent un mot, ça donne un tel mot, ça va être ça l'objectif. Parce que vous allez voir que la portée du projet est importante. Parce qu'on peut aller vraiment tous les côtés, puis des fois, ça devient trop large et ça devient décourageant pour les gens qui font partie du projet. Donc, c'est pour ça que je dis c'est important aussi de diviser en sous-projets. Donc, on va commencer avec, OK, vous avez un site web, vous vendez 10 000 items, mais on va commencer avec les masques, parce que les masques, en ce moment, ça se vend bien sur les sites web. Donc, on va trouver tous les synonymes pour le masque, pour la forme, pour le tissu, pour les créateurs et tout ça. Tout ce qui peut exister comme mot pour décrire un masque, on va trouver les synonymes pour s'assurer que les gens le trouvent. Si on dit, par exemple, où j'ai travaillé, on a besoin d'accéder les documents au niveau des changements climatiques plus vite, bien, on va créer une bibliothèque avec tous ces documents-là et on va développer une taxonomie en fonction de ça. Donc là, l'autre chose, c'est prioriser les sous-projets après qu'on en a créé plusieurs. Donc, ça peut être en fonction de ce qui est le plus pressant, ce qui va nous apporter le plus d'argent, qui vont être des bons ambassadeurs. Donc, des gens qui, souvent, on commence avec les archivistes, on va commencer avec des gens qui comprennent la valeur de ça, puis ensuite vont être capables d'aider les gens par la suite à s'intégrer à cette nouvelle approche. Donc, finalement, je vous dirais que ça a l'air plus de ça. Donc, prioriser les sous-projets et tout ça. Et lorsque c'est fait, on développe un plan de gouvernance. À ne pas oublier, il faut toujours inclure toutes les parties prenantes dans le démarrage du projet. Je vous dirais que c'est toujours agréable parce que les gens sont toujours motivés de savoir je vais trouver mes documents dans un temps raisonnable. Que les gens vont trouver mes documents, que je vais être capable de voir qu'est-ce qui existe sur tel sujet. Les gens sont très motivés, je vous dirais qu'ils sont très... Puis puisque c'est eux qui vont nous aider à développer la taxonomie, ils sentent qu'ils ont vraiment eu la chance de parler ou de partager leurs problématiques. Adopter un processus de gestion de changement, donc travailler beaucoup au niveau de la communication. Il faut être avec eux, on ne peut pas aller chez nous, développer une taxonomie puis leur présenter, ça ne fonctionnera absolument pas. Favoriser l'équité, donc juste parce qu'un département est moins de gens qu'un autre, ne veut pas dire que leur synonyme est moins important. Au contraire, l'équipe, mais ça va grandir à un moment donné, peu importe. Tous les synonymes, tous les termes connexes, c'est important. Guider vers les discussions sans partager son opinion personnelle, ça a l'air évident, mais encore une fois, un synonyme n'est pas vraiment un synonyme au sens propre du terme. C'est qu'est-ce qu'eux considèrent un synonyme. Et évidemment, être à l'écoute. Parce que souvent, on va se tourner vers moi et dire « Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire? » C'est pas moi qui va développer la taxonomie, c'est eux. Je suis là pour les guider. Donc, création et évaluation. Donc, on crée une taxonomie. Comment on fait? Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est le mind mapping. Beaucoup dans les livres, c'est la même chose. C'est s'asseoir ensemble, rencontrer département par département, puis documenter le vocabulaire. Donc, comme j'ai dit, on peut aller chercher les documents, aller dans leur Finders, puis dire, OK, vous avez 100 documents sous le terme feu de forêt. Donc, c'est important pour vous, le feu de forêt. Est-ce que vous diviseriez feu de forêt en autre chose? Mind mapping, c'est vraiment, on sort des post-it, on écrit des termes, on les colle, puis quand le prochain département vient, dit ça veut dire quoi ça? Puis on dit, ben, ils ont donné ce terme-là. Ah, ben, moi, c'est pas comme ça que j'appelle ça. Ils écrivent un autre terme, puis on le colle dessus. Donc là, on trouve des synonymes. Ensuite, on définit des relations entre les concepts. Donc, comme je vous le disais, quand j'ai fait une des taxonomies, il y avait plein de taxonomies de sujets et il y avait plein de taxonomies au niveau des départements et il y avait plein de termes au niveau de régions. Donc, pour ne pas tout mettre ça ensemble, on l'a divisé. Donc, ça fait 3 types de métadonnées sur un document. Il peut en avoir plusieurs. J'ai travaillé pour une multinationale américaine qui fait de la nourriture conservée en canette. Et on a développé, mon gestionnaire à ce moment-là a développé une taxonomie avec
30 types de métadonnées, ce qui est énorme. Puis vous allez dire, personne ne va prendre le temps de remplir 30 métadonnées, ce qui est le vrai, mais 5 métadonnées concernaient seulement un type de département. Les 5 autres, c'était un autre département, etc. Donc, par contre, il y avait une image avec 30 métadonnées, plutôt qu'avoir la même image à 5 endroits avec chacun leurs métadonnées par département. Donc là, ça, c'est une chose. Donc, ensuite, c'est définir les relations. Donc, comme je dis, donc, regrouper les types de métadonnées ensemble, voir si c'est trop, ensuite les placer pour décrire un item. Et ensuite, évaluation des concepts du système de classement. Donc, c'est laisser les gens le tester, voir est-ce que ça fonctionne. Pas besoin l'avoir créé, c'est juste, on peut même avoir les post-it un peu partout et dire, OK, tu as ce document-là, tu vas choisir quel terme pour le décrire. Et là, les gens vont sélectionner. Là, tu demandes à la prochaine personne dans un autre département, tu dis, cette personne-là a classé ce document-là. C'est quoi les mots-clés qu'elle a attribués à ce document-là? Voir si c'est la même chose. Et là, si ce n'est pas, on retourne à faire le mind mapping, on va documenter le vocabulaire. On ne recommence pas à zéro, on va juste essayer de le bonifier pour s'assurer que ça fonctionne bien. Moi, un exemple que j'ai fait avec, par exemple, la clinique médicale, où il y avait plein de cliniques médicales, regroupées sur un site web. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait une recherche et le résultat était 0, je recevais un courriel. Et là, je voyais c'était quoi le mot qui avait été entré dans la barre de recherche. Et là, je regardais ça et je disais, OK, qu'est-ce que cette personne-là cherchait en fait? J'ai aucune idée. Ou, OK, je vais demander à quelques personnes, je vais faire de la recherche. Ah, c'est un synonyme ou ça veut dire ça, ou ça pourrait être un terme connexe, donc mal de dos. C'est large, ce n'est pas un service qu'on offre, mais les services connexes à mal de dos sont tels. Donc, on a créé un terme mal de dos, mais il est connecté à des services. Donc, on a fait la recherche. On avait accès à related terms ou you might want avec les termes connexes. Donc, pour s'assurer que notre taxonomie reste à jour, c'est un cycle continuel. Des fois, on donne la responsabilité à un groupe de gens ou à une personne, mais c'est vraiment s'adapter aux mises à jour du logiciel. Par exemple, si vous avez SharePoint, s'adapter au SharePoint, s'adapter peut-être même, il va y avoir des nouvelles technologies qu'on voudrait plutôt utiliser. Quand vous êtes en train de magasiner, cherchez voir s'il y aurait une façon pour vous d'intégrer la taxonomie que vous avez créée il y a quelques années. Je dirais que ça devient de plus en plus populaire au niveau des bases de données, donc j'imaginerais que oui. Puis à ce moment-là, regardez, voir est-ce qu'il y a des nouveaux features que je peux ajouter? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de connecter des choses? Est-ce qu'on peut créer des graphiques sur les mots qui ont été le plus cherchés, les mots connexes de tel document? Nourrir la taxonomie, donc comme je disais, 0 résultat. Chaque fois que j'avais un 0 résultat, je ajoutais le terme dans ma taxonomie. Il y a un nouveau type de projet, il y a un nouveau département, il y a un nouveau service que vous offrez. Et il y a un nouveau mot qu'on utilise souvent, puis quand je veux l'ajouter, il n'est pas là. On envoie une demande d'ajouter un certain terme à la base de données, à la taxonomie. Donc, documenter la recherche des utilisateurs. Donc, est-ce que c'est trop large? Est-ce que c'est trop pointu? Est-ce que les gens sont capables de trouver ce qu'ils cherchent ou non? Donc, il y a ça aussi. Intégrer la taxonomie à tous les niveaux. Ça peut être intéressant, même si la taxonomie, on l'utilise au niveau de la base de données ou plateforme X. Peut-être on peut utiliser ça pour le système de classement aussi. Donc là, les gens, ils reconnaissent ce mot-là. Donc, ça crée une culture partagée un peu partout. C'est sur tous les niveaux de l'entreprise. Et ensuite, mettre à jour son plan de gouvernance. Donc, plan de gouvernance, c'est vraiment qui est responsable d'ajouter nourrir la taxonomie, qui s'assure de regarder les résultats de recherche aux 6 mois. C'est s'assurer que s'il y a eu un problème à un moment donné, on est capable de le détecter avant que 3 ans plus tard, dire « Ah, personne n'utilise ça parce que ça ne marchait pas telle chose. » Tu vois, fait que c'est quand même important d'avoir un certain plan de gouvernance. Donc, ma dernière slide, avant que je passe aux questions ou que je parle d'autres choses, là. Donc, pour développer une bonne taxonomie, il faut tenir compte d'autres choses et c'est pour ça que souvent, je me suis fait consulter. J'ai été approchée pour développer des taxonomies. C'est parce que c'est simple. Donc, si vous êtes une petite organisation, c'est très intéressant. Si vous êtes archiviste, ça serait intéressant de faire de la lecture pour peut-être offrir ce nouveau service-là aussi. Mais quand on est une grosse entreprise, donc, moi j'ai travaillé pour des entreprises où il y avait des milliers d'employés, c'est peut-être pas si évident que ça de mettre une personne sur le projet. Donc,
on va chercher quelqu'un d'autre. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à tenir compte aussi. Donc, par exemple, UX design. Donc, est-ce que 5 colonnes de métadonnées, c'est trop pour les gens qui travaillent à l'extérieur du bureau? Est-ce qu'on veut que ça soit plus évident? Est-ce que SharePoint, ça ne fonctionne pas pour nous? On veut utiliser un autre type de logiciel? Il faut tenir ça en compte aussi. Il faut tenir donc, ce qui apporte aussi l'équilibre entre l'utilité et la convivialité. Donc, est-ce que ça bénéficie seulement un certain groupe de gens ou est-ce que ça bénéficie tout le monde? Est-ce qu'on répond les besoins de tout le monde? Est-ce que c'est trop compliqué, tout simplement? Tenir compte de ce qui se passe avec Machine Learning Technology, c'est là où on s'en va. Donc c'est aussi toujours tenir compte de ça, de qu'est-ce que les nouvelles technologies qui pourraient nous aider avant de se mettre à développer une taxonomie. Donc, l'innovation auprès de son système de gestion des actifs numériques. Donc, est-ce qu'on va... C'est une grosse question, ça, mais est-ce que notre plateforme, c'est un gros serveur ou est-ce que c'est plusieurs petits serveurs? Est-ce que la taxonomie va s'adapter à tous les serveurs qui sont séparés? Est-ce qu'il faut se reposer la question qu'on va avoir un serveur commun pour qu'on puisse plus facilement accéder à toutes les informations nécessaires? On connaît qu'il y a des répertoires juste en TI, juste en gestion, tout ça, puis ils n'ont pas accès aux autres choses. Donc, est-ce que c'est pertinent en ce moment d'avoir une taxonomie ou est-ce qu'on devrait reconsidérer de connecter les serveurs ensemble? Et finalement, tenir compte de la gestion des connaissances. Donc ça, c'est un élément toujours à côté que j'aime bien, c'est est-ce que ça aide les gens à découvrir des nouvelles choses, de devenir plus autonomes, de partager des expertises entre eux? C'est quelque chose que la taxonomie peut faire, comme je vous le dis, avec l'élément de la découverte. Donc c'est ça. Donc, est-ce qu'on a des questions? Donc, on avait gardé du temps pour les questions. Donc, j'ai pas de questions. Si jamais vous en avez, c'est encore le temps d'en poser dans la boîte de questions, questions Est-ce que j'ai et des commentaires ou... non plus. Je pense que vous êtes concentrés puis vous écoutez. On va souhaiter que c'est ça, oui. J'ai 3, 4. Ah oui, t'as des questions, toi, Dominique? Ah, d'accord. Non, ben, je vois des choses arriver, là. Ah, d'accord, c'est dans la boîte de chat, OK. Est-ce que le monde embarque? Autrement dit, est-ce que le monde embarque? Ah, c'est un ancien. Ah, c'est des gens que je connais en plus! Vous êtes gentils! OK, excuse-moi, j'écoute. Donc, on demande, c'est Anne qui demande quelle est la différence entre un profil de métadonnées et la taxonomie? OK, fait que la taxonomie, le profil de métadonnées, c'est donc on décide c'est quoi les termes, c'est quoi les métadonnées qu'on veut attacher à un document ou à un item. Puis il peut y avoir un vocabulaire contrôlé. Mais je vous dirais que la taxonomie, dans le contexte dont je vous parle, ça va plus loin, c'est on choisit les termes, mais aussi on connecte les termes avec d'autres termes. Donc, c'est vraiment une question c'est documenter le langage d'une entreprise, puis de choisir des termes préférés. Donc, c'est comme je le dis, ça nous aide vraiment à trouver comment je dirais ça, connaître la portée des concepts qui sont offerts, puis aussi les relations entre les autres, ce qu'un schéma de métadonnées ne va peut-être pas faire. Mais c'est sûr qu'un bon schéma de métadonnées puis une bonne taxonomie, c'est le coup parfait. Là. Donc, il faut tenir ça en compte. Métadonnées, quand on peut mettre n'importe quel terme librement, ça mène peut-être pas toujours à quelque chose de pertinent parce que là, la prochaine personne ne saura pas quel mot chercher pour trouver ce document-là. Je vous dirais que par expérience personnelle aussi, où j'ai travaillé, les gens ne savaient pas que ben c'est comme ça que vous appelez ça. Tu sais, quand j'ai travaillé justement avec, je ne peux pas le nommer, mais la compagnie de nourriture américaine, ils ne savaient pas que d'autres personnes avaient les mêmes images qu'eux, mais c'est parce que c'était nommé différemment, puis qu'eux, finalement, ils l'avaient en plus haute définition. Donc là, on l'a à une place, beaucoup de métadonnées, mais des termes contrôlés. Donc, c'était comme une façon d'apprendre à se connaître. Là.
J'ai une autre question de la part de Dominique. Un autre Dominique. OK. Pas Dominique La Rochelle, là. Non, c'est ça, c'est un autre. Boisvert. OK. Donc, utilisez-vous un logiciel hors de SharePoint pour gérer vos taxonomies? On a utilisé une taxonomie, je pense, pour. J'ai déjà essayé avec FileMaker Pro, c'est un moyen. J'ai utilisé SharePoint, les dernières plateformes, c'était SharePoint. Les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé avaient assez de sous pour se développer un Digital Asset Management System from scratch. Un peu comme open source, ils ont contacté quelqu'un, puis c'était vraiment base Internet. Donc, à vous proposer, ça serait à faire de la recherche que vous pouvez vous permettre. Je ne me souviens pas vraiment des noms, mais on offre beaucoup ce genre de choses-là. Tu sais, SharePoint, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est parce que c'est plus accessible. Souvent, les gens ont déjà Microsoft 365, donc sachez que ça se fait. C'est pour ça que je le mentionne, pour pas que vous dites oh, nous, on n'a pas rien pour ça. C'est pas vrai. Mais effectivement, il y a des Digital Asset Management Systems qui sont très coûteux, mais qui sont faits à votre guise. Donc, vous décidez vraiment ensemble. Puis souvent, ils vont même contacter le taxonomiste à ce niveau-là, genre, c'est combien de métadonnées qu'on aurait besoin et tout. On travaille souvent avec les gens de TI de ces entreprises-là. J'ai une question de la part de Sarah qui dit « Avez-vous des recommandations quant au développement d'une taxonomie multilingue ou interculturelle? » C'est une touchée. Okay. Je vous dirais que par expérience personnelle, on finit toujours par choisir l'anglais, mais on veut les autres langues comme synonymes. Donc, les gens sont quand même capables de chercher dans leur langue et trouver les résultats qui sont pertinents. Dans le cas où j'ai travaillé pour une banque aussi qui a fait ce genre de projet-là, et c'est une banque internationale, donc ils versaient beaucoup de documents. On avait une liste de métadonnées qui était la langue. Donc, on était capable à ce moment-là de chercher par langue. Donc, si on était portugais, puis on parlait le portugais, mais on ne voulait que trouver des documents qui étaient en portugais, il y avait la métadonnée portugais, et ensuite on avait les résultats qui étaient écrits en anglais, mais si tu faisais une recherche. Donc, tu pouvais quand même travailler dans un environnement de ta langue parce que tu trouvais des résultats pertinents parce que la langue était inclue dans les synonymes. Mais au niveau de l'apparence ou du look, là, on était obligé de nommer les choses en anglais comme terme principal dans ce contexte-là. J'ai une question de Esther qui dit « Quel type de format de fichier est-il préférable d'utiliser pour présenter, sauvegarder une taxonomie bilingue? » Excusez-moi. Une bonne question. Nous, honnêtement, j'ai travaillé sur des grosses taxonomies, puis on a utilisé Excel pour commencer avant de l'intégrer ailleurs. Puis même, je l'envoyais en format Excel avec plusieurs tabs pour chaque colonne, avec les synonymes, OTI, puis ils étaient capables de l'intégrer dans le logiciel là, parce que ça pouvait accepter des CVS files. Donc, je le faisais vraiment à partir d'un document Excel. Vous seriez surpris quand même. On faisait vraiment beaucoup des grosses taxonomies. Ça a commencé sur Excel. Après qu'on prenait compte de ce qu'il y avait sur les post-it. Parfait, donc j'arrêterai les questions là parce que je sais que Dominique, il faut qu'elle doit courir pour aller à une autre rencontre aujourd'hui. Ma rencontre est annulée, mais oui. Ah, OK. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, Dominique. C'était vraiment intéressant. J'ai vu passer les commentaires. Là, les gens disaient que c'était très intéressant. Donc, puis ils disent merci, merci, merci. Si jamais vous avez des questions, j'ai mis mon courriel là. Si jamais vous pensez qu'une taxonomie, ça pourrait vous intéresser, vous pouvez aussi me contacter. Moi, c'est quelque chose que je veux qui devienne un peu populaire ici. C'est populaire dans les grandes entreprises, je vous dirais, mais ça devrait peut-être être les archivistes qui s'en occupent ou qui pourraient prendre le relais de ces projets-là. Donc, si jamais vous avez des questions, ça vous intéresse, s'il vous plaît, me faire signe. Parfait. Donc, comme je vous disais au début du webinaire, dans le fond, vous allez recevoir c'est enregistré. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement
par courriel. Donc, ça devrait, d'ici la fin de la semaine, en fait. Puis aussi, on a des formations qui commencent cette semaine. Ça commence demain. Donc, allez voir sur notre site, sur le site de Chuck Co. Puis, merci encore d'avoir été des nôtres. Puis merci, Dominique. Merci, merci Mélanie. Au revoir. Donc, à bientôt.